Bonjour et bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignantes et enseignants qui ont osé la reconversion. Je m'appelle Florence, j'ai été professeure des écoles pendant 6 ans et je travaille maintenant à mon compte en tant que rédactrice web SEO. Aujourd'hui, je suis aussi épanouie dans ma vie personnelle que professionnelle. Mais je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde et surtout, je suis bien placée pour savoir que le chemin de la reconversion peut être très long. C'est pourquoi j'ai décidé de poursuivre ce projet en enregistrant une 3e saison d'interviews pour partager avec vous les parcours aboutis de professeurs reconvertis. Dans ce 27e épisode, j'ai le plaisir de recevoir Julie. À 35 ans, elle a été professeure des écoles pendant 15 ans avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, Julie exerce 2 métiers aussi différents que complémentaires. D'un côté, elle crée et vend ses propres bijoux sous la marque Les Pépites de Julie, et de l'autre, elle fait partie d'un réseau de recommandations dans le domaine de la beauté et du bien-être. Dans cet épisode, on parle de famille, de complémentarité, de préjugés et de l'importance de savoir s'écouter. Bonne écoute! Bonjour Julie. Bonjour Florence. Bienvenue sur le podcast, merci d'avoir accepté mon invitation. Pour commencer, je te laisse te présenter aux auditeurs et auditrices qui t'écoutent. Donc je suis Julie, je suis maman de 2 enfants qui ont 13 et 9 ans. J'étais professeure des écoles pendant presque 15 ans et j'ai décidé de donner un nouveau tournant à ma carrière professionnelle en septembre 2020 très exactement, bien que ça avait commencé en septembre 2019, cette prise de conscience qu'il fallait changer des choses en fait. Et aujourd'hui, je suis entrepreneur, j'avais à cœur de me mettre à mon compte et je suis donc créatrice de bijoux. Et à la fois, je développe un réseau de distribution dans le domaine de la beauté et du bien-être. Et qu'est-ce qui a fait dans ton parcours, dans tes préférences à l'époque, que tu as décidé de te tourner vers le métier de professeur des écoles ? Je pense que c'était toujours le rêve d'une petite fille. Voilà, on jouait à la maîtresse. J'aimais bien montrer aux autres comment faire. En fait, je me suis pas trop posé de questions depuis toute petite. Puis les études, ça roulait. Voilà, puis on me dit, oui, professeur, ça tirait bien. Bien que plusieurs fois, j'ai eu l'occasion de bifurquer, en fait, notamment par une prof en terminale qui me voyait bien faire autre chose. Elle me voyait bien même faire Sciences Po et faire une carrière dans autre chose. On n'a pas forcément donné suite à cette orientation. L'année où j'ai passé mon concours de professeur des écoles, alors pour rentrer à l'IUFM, cette même année, je travaillais en parallèle dans un magasin de vêtements. J'ai eu l'occasion de travailler chez Decathlon, chez Promode, et je me suis éclatée. J'aimais beaucoup être auprès des gens, conseiller, leur apporter un petit plus, les voir repartir avec le smile. C'est quelque chose qui me tenait à cœur. Et donc, quand j'ai travaillé un peu plus longuement sur mon job d'été chez Promode notamment, on me proposait un poste de responsable adjointe dans un magasin qui allait ouvrir. Et là, je me suis posé vraiment la question si j'allais partir ou pas à l'IUFM parce que je me sentais vraiment moi. Et donc ça méritait réflexion. Pour en avoir parlé avec mes parents, alors étant artisans, eux, je pense que voilà l'entrepreneuriat, c'était quelque chose aussi. Il y avait le pour, le contre, mais ils avaient, et je l'entendais me dire, écoute, t'as eu ton concours, ça serait dommage quand même de ne pas aller au bout des choses. Le commerce, tout ça, tu pourras toujours y revenir. Mais j'ai suivi leurs conseils et puis effectivement, je suis partie à l'IUFM. Et est-ce que cette formation et ensuite ton métier d'enseignante, ça correspondait à ton rêve de petite fille ou pas plus que ça ? Alors, est-ce que le métier d'enseignant correspond à mon rêve de petite fille ? Au départ, oui. Je pense que j'ai commencé, j'étais ravie de faire classe. J'étais pas encore maman, j'enseignais de la manière dont on m'avait appris. Et puis voilà, une classe, ça se menait comme ça faisait comme ci, et puis voilà. Et l'arrivée de mes enfants, je me suis dit, non, c'est pas possible en fait. Des enfants, c'est pas des pions. Donc
des enfants, ils ont tous ils arrivent à l'école avec leur histoire, ils arrivent à l'école avec leurs difficultés, avec la nuit qui s'est mal passée, ou enfin voilà. Et donc en fait, je me suis dit, ben c'est pas possible, en fait, on peut pas faire classe de cette manière-là. Et donc c'est là où je me suis mise à vraiment, je pense, à essayer de m'adapter à chaque enfant. Du coup, j'ai passé mes week-ends, j'ai passé mes soirées, j'ai passé mes vacances, je déconnectais très peu. Et l'arrivée de mon deuxième a tout accéléré, en fait. Parce que autant mon premier, on me disait de Rémi qu'il était l'enfant dont on rêve en classe, il est très scolaire, on lui demande de faire quelque chose, il fait, il a fini, il prend son coloriage. Donc voilà. Que mon petit Louis, pas du tout. C'est l'enfant qui, si ça n'a pas de sens, il voit pas pourquoi il va faire les choses. Et ça, dès petit. Ça a commencé dès la crèche, ça a commencé... Et après, premier jour de rentrer en petite section. Et c'est là où je me suis dit, waouh, là, il va falloir quand même se poser de bonnes questions. Le jour de la rentrée, je raconte un peu parce que vraiment, c'est ce qui a déclenché. Le jour de la rentrée, Louis, petite section, je lui demande si ça s'est bien passé. Il me dit oui, mais je vais pas y retourner. Ah bon? Et pourquoi, Louis, tu retournerais pas à l'école? Déjà, ils parlent tous comme des bébés et il faut que de pleurer. Donc, ok, bon, très bien. Je dis, si Louis, tu retourneras à l'école et puis tu verras, tu trouveras, on essaye d'expliquer comme une maman l'intérêt qu'il va trouver à aller à l'école. Vacances de novembre, il revient, de la Toussaint, il revient avec son classeur et pareil, on regarde un peu ce qu'il fait. Donc là aussi, pareil, je sais pas pour remettre en cause le travail de ma collègue du tout, mais c'est vrai qu'il y avait énormément de fiches et déjà je me disais, oh, petite section, je trouvais ça... Je me dis, il y a autre chose à apprendre, autre chose à faire. Surtout que c'est un enfant, même lui, qui est très dans la manipulation et tout. Bon, bref. Et là, donc, première fiche que je regarde, fallait écrire son prénom. Et donc, septembre, Louis écrit son prénom, voilà, en lettres capitales, très bien. Et puis, sur la même fiche, en fait, il y avait tous les mois de l'année. Et puis, en face, il fallait écrire son prénom. Donc, il l'a fait pour septembre, il l'a fait pour octobre. Et en fait, plus ça allait, moins c'était bien écrit. Je lui dis, mais je trouve ça bizarre, Louis, c'est bizarre. C'était en septembre très bien écrit. Puis, il me dit, oui, je sais pas si elle me demande de le refaire. C'est que c'est mal fait, alors. Sinon, elle me demanderait pas de le refaire. Et là, je fais, ah ouais. En fait, voilà. Et je me dis dans mes petites sections. Donc, je me dis, et c'est pas un cas isolé. Donc, il y en a plein qui doivent se poser des questions et dont on prend pas le temps, en fait. Et je me suis dit, non, mais on marche sur la tête, en fait. Et donc, voilà. Donc, j'ai essayé, donc, petite section. Et, tu vois, j'ai démissionné quand il était en CE1, CE2, je sais plus, CE1. Toutes ces années-là, ça m'a retourné. J'ai essayé de trouver plusieurs pédagogies, plusieurs manières d'enseigner. Et je me suis épuisée. Ouais, t'as vraiment projeté ce que Louis vivait sur toi, tes classes, en imaginant individuellement chaque élève comment il pouvait vivre les choses. Et effectivement, étant donné la manière dont les classes sont surchargées et les différences qu'il y a entre chaque enfant, mais qu'il y a aussi entre nous, chaque adulte maintenant, c'est impossible en fait d'individualiser autant le travail. Donc oui, je comprends. Et administrativement parlant, du coup, comment est-ce que tu t'es débrouillée pour partir ? Donc le jour de la rentrée, septembre 2019, je fais ma rentrée en CM1, CM2, des élèves que je suivais depuis 2 ans, donc ça fait la 3e année que j'allais les avoir. Bon, là aussi, j'étais très dans l'empathie et donc voilà, des élèves qui disaient « Oh maîtresse, tu nous reprends l'année prochaine », donc voilà, tu vois. Mais ça veut dire tout le sacrifice qu'il y avait à faire, toute la classe à préparer, un CM1, CM2, bref. Ma directrice qui me disait, j'ai toujours été très à me questionner, à tout remettre, et elle me dit « Oh, cette année, je te trouve très détachée et t'as pris du recul, je trouve ça chouette. » Et je lui dis « Tu sais, moi, au contraire, je le prends comme quelque chose, je sais pas ce qui va se passer, mais je pense que c'est pas bon signe. » Et résultat, j'ai fait ma journée de rentrée en essayant de pas pleurer. Mais vraiment, je sentais, depuis le matin, je suis arrivée à l'école, j'avais une boule au ventre et comme jamais j'ai eu, je me suis dit, mais c'est pas possible, les parents vont arriver, j'ai envie de pleurer. Et donc, j'ai tenu comme ça toute la journée. Je suis rentrée chez moi, j'ai dû faire 2-3 trucs, c'est tout. Je suis allée me coucher et dans la nuit, j'ai fait une grosse crise d'angoisse, comme j'ai jamais fait. Et au point de dire à mon mari, appelle une ambulance, il faut qu'on me pique, il faut qu'on m'endorme. Je peux plus. Mais vraiment, Et donc là, voilà, mon mari un peu désœuvré, me dit, mais non, mais il va falloir qu'il retourne, il t'attend en gros, quoi. Et ça a été un choc, quoi. Donc le lendemain, j'y suis quand même retournée. Et puis, j'ai dit, voilà, je suis allée dans le bureau de ma directrice, je lui ai dit, écoute, j'ai vraiment passé une nuit horrible.
il faut vraiment qu'il se passe quelque chose là. Et elle m'a dit, tu prends tes affaires, tu prends rendez-vous chez le médecin et je pense que là, il est temps que tu passes à autre chose. Donc voilà, donc ça a démarré comme ça. Et donc quand je suis allée voir mon médecin, qui me suit depuis très longtemps, qui me voyait craquer à chaque vacances, quasiment. Plus d'une fois, elle a voulu m'arrêter. Il faut que je finisse tel projet. Puis les vacances vont arriver, ça va faire une coupure. Enfin bon, bref, je tirais sur la corde à chaque fois. Et là, quand elle m'a vu arriver, elle m'a dit, eh ben ça y est, on y est. On y est, je pense que t'as compris là que... Là, je crois que j'ai vraiment compris qu'il allait se passer quelque chose et que c'était... Voilà. Il était temps pour moi de reprendre ma vie en main, en fait. Donc là, elle m'a dit, je vais t'accompagner jusqu'au bout, mais je t'accompagne vers la sortie. Donc voilà, donc il faut que tu te laisses aussi aller. Donc voilà. Donc j'ai été 1 an en arrêt de travail. Elle m'a vraiment bien soutenue pour que je passe en longue maladie, pour qu'après, petit à petit, moi, je prenne mes décisions et que je puisse soit prendre une dispo ou démissionner. Et est-ce que tu avais déjà une idée de ce que tu aimerais faire plus tard avant de te mettre en arrêt? Ou est-ce que du coup, c'est ce temps-là que tu as pu prendre pour y réfléchir? Donc oui, non, pas du tout. Quand je suis partie, c'était juste... fallait que je parte, en fait. Donc non, pas de projet. C'était même pas envisageable de penser à quoi que ce soit. D'ailleurs, on a échangé beaucoup aussi avec elle là-dessus. Elle me dit, mais là, n'imagine même pas ce que tu vas devenir. Tu ne peux pas. T'es pas en mesure de réfléchir. T'es pas là. Il faut juste que tu dormes. Là, Donc, elle m'a donné un traitement. Elle m'a dit, ne regarde pas ce qu'il y a dedans parce que je sais comment tu es et tu vas jamais vouloir le prendre. Donc là, tu me fais confiance jusqu'au bout. Donc, j'ai pris mon traitement. Effectivement, j'ai dormi pendant 3 mois. J'ai pas vu le jour pendant 3 mois. Et c'est après que j'ai commencé à me poser des questions. Mais c'est sûr que ça a été... c'est pour ça que je lâchais pas, en fait, parce que sur le coup, je ne savais pas ce que j'allais devenir, en fait. Donc, c'était très dur pour moi de me dire, mais non, je peux pas lâcher. Et en fait, le jour où... ça n'a pas demandé beaucoup de temps, mais quand j'ai accepté d'aller voir le médecin et tout, je savais que je reviendrais pas, en fait. Je savais que c'était fini. Et donc, quoi que je fasse après, en fait, le plus dur pour moi, ça a été de décider que c'était fini, en fait. Mais après, je me dis, tant pis, je sais que je serais capable de faire autre chose. Donc, mais je n'avais aucune idée, par contre, de ce que j'allais faire. Et comment ça a fini par te venir à l'esprit, ne serait déjà pour la création de bijoux, genre à quel moment tu t'es dit, tiens, j'aimerais bien créer des bijoux et j'aimerais bien en faire un travail. Et je sais que tu as une deuxième activité, je sais pas si elle est arrivée en parallèle ou si elle s'est développée après. Et du coup, selon ta réponse, comment est-ce qu'elle est arrivée cette activité-là aussi? Tout est arrivé après en même temps, j'ai envie de dire. Donc j'ai accepté effectivement cette période où il fallait que je me repose, l'esprit surtout. Et quand j'ai commencé à reprendre un petit peu goût à la vie, je suis revenue vers le commerce en fait. Et j'avais l'opportunité de reprendre d'abord une boutique en fait de seconde main. Donc le projet se mûrissait dans ma tête, se montait. Enfin voilà, je me disais effectivement comment je peux, comment faire pour monter mon affaire. C'était quelque chose qui était vraiment à 2 doigts de se faire en fait, vraiment avant d'arriver dans la création, enfin dans ce que je fais aujourd'hui. C'était complètement un autre projet. Mais je voyais vraiment ce que j'avais fait. Je voulais un lieu de rencontre, je voulais un lieu où les gens venaient chiner leurs petits trucs, apporter des conseils, enfin bon bref. Finalement, pour avoir demandé conseil à mes parents, encore une fois, mes parents je les implique beaucoup dans ma vie aussi, mais leurs conseils sont toujours les bienvenus parce que même si 15 ans avant, ils m'ont dit tu verras et tout, et au début je disais pourtant j'aurais bien fait ça, et là quand même je leur ai redemandé leur avis sur mon avenir professionnel, et mon papa, ma maman aussi, mais m'ont dit écoute, ton projet on y croit, t'es capable de faire ce genre de choses, mais franchement pas ici. Pas ici, il y a pas de... En fait, l'endroit où je voulais monter mon truc, c'était pas... Et c'est vrai, avec du recul, c'est pas du tout passant. C'était pas un endroit très stratégique. Mais j'avais tellement à cœur d'avoir ma boutique depuis le temps que j'avais pas vu tout ça. Et puis, l'autre pensée qu'ils m'ont vraiment dit, et aussi, il faut qu'on te dise, ça correspond pas du tout à ce que tu veux aujourd'hui. Tu veux être beaucoup plus libre. Tu veux effectivement, là, t'as eu marre de cette routine où t'avais toujours les mêmes horaires, toujours les mêmes vacances, toujours les machins.
ça te fatiguait. Donc là, autant te dire qu'une boutique, tu retrouves une routine. Tu veux passer plus de temps avec tes enfants, là, en fait, tu retombes dans un schéma où là, enfin, les week-ends, tout ça. Donc, et c'est vrai qu'en fait, j'ai mis tout ça bout à bout. J'ai dit, ah ouais, en fait, l'idée de la boutique, c'est peut-être pas terrible. Donc, pas maintenant, en tout cas. Donc, le projet, j'ai pas donné suite. Et puis, des investissements aussi énormes. Hein. Donc, voilà. Donc, tout ça mis bout à bout, je fais effectivement l'idée de la boutique, on va laisser tomber. Donc, je ne savais toujours pas ce que j'allais faire. Et puis, je l'ai laissé le temps. Par contre, tout ce temps-là, je l'ai mis à profit pour recréer, cuisiner. Enfin, j'ai repris, je suis redevenue, créative. Voilà, décorer mon intérieur, tout ça, des choses que j'avais complètement laissé tomber parce que j'étais tellement épuisée mentalement que ça me faisait même plus plaisir. Et le fait d'avoir repris goût à à tout ça, je me suis mise à créer. Alors au début, j'étais dans la couture. Puis pareil, la couture, trop carrée pour moi. Il faut prendre toutes les mesures, il faut machin. Et donc, en fait, ça m'allait pas. Et puis, petit à petit, c'est venu vers le bijou. En fait, je me souvenais de choses, des matières et tout qu'on utilisait à l'école. Donc, j'ai commencé par des petites choses, mais alors très enfantines, selon moi, et très bricolage, je trouvais. Mais ça plaisait, en fait. Et petit à petit, mon entourage m'encourageait. Et donc, je me suis mise à regarder des tutos, à voir... j'avais des idées. Je me dis, ouais, mais alors comment je vais le faire? Donc, sur YouTube, j'ai trouvé plein de choses. Et plus ça allait, plus j'ai fait des bijoux un peu plus élaborés. Et c'est là où on m'a dit, mais pourquoi tu te lances pas dans les bijoux, quoi? Et donc, voilà, petit à petit, j'ai monté j'ai monté mon entreprise, du coup. Et l'autre activité, c'est venu en même temps, le fait que, en fait, j'ai été invitée à un atelier chez une copine, dans l'année, pareil, l'année où j'étais en arrêt. C'était, j'y allais, je savais pas du tout ce que c'était. Et en fait, j'ai découvert des choses que j'avais jamais utilisées. Alors, j'ai toujours pris soin de moi dans le sens où j'aime toujours m'apprêter et tout ça. Mais j'ai jamais vraiment pris de soin de ma peau, vraiment, enfin voilà, des soins et tout, ça, pas forcément. Et là, j'ai découvert des technologies beauté et qui changent complètement les soins et la routine de notre peau. Et donc, j'ai complètement adhéré aux produits et petit à petit, les personnes avec qui j'ai participé à l'atelier on dit écoute tu sais ça c'est quelque chose que tu peux aussi développer si tu as à cœur de partager des solutions d'apporter des solutions à des personnes tu peux le partager autour de toi et tu peux en faire une activité et donc c'est parti comme ça aussi et je me suis dit écoute en même temps c'est deux univers qui alors même s'il y a des personnes qui le font alors que c'est pas du tout deux univers réunis mais moi vu que j'ai toujours à cœur de porter du sens à ce que je fais je me suis dit, l'univers de la femme, apporter, que ce soit par le bijou, par un soin, apporter du bien-être. Du coup, septembre 2020, j'ai posé ma démission. Novembre 2020, j'ai ouvert l'entreprise. Et au niveau de ta formation, donc pour les bijoux, tu me parlais de tutos et de pratiques, donc tu n'as pas suivi une formation spécifique à proprement parler. Et pour le marketing de réseau, idem, est-ce que tu as suivi une formation ou est-ce que c'est la personne par laquelle tu es passée, que du coup tu connaissais aussi dans ta vie privée, qui t'a appris comment faire et à développer cette activité ou est-ce qu'il y a une formation spécifique ? Alors effectivement, pour les bijoux, donc non, aucune formation. Je suis assez autodidacte, hein, mais même de toute ma scolarité, j'étais très autodidacte. J'aime aller à l'essentiel, donc quand on me raconte des choses et mais qu'est-ce que ça va apporter, je sais pas rien, donc je préfère aller à la source de l'information, aller directement ce que je recherche. Donc les bijoux, je me suis formée toute seule, et du coup pour l'autre activité, pour tout ce qui est soins, on va déjà parler de ce que nous, on a comme résultat. En fait, on parle de résultats plus que de... ça n'a rien à voir avec une formation, on n'est pas esthéticienne, hein, donc c'est comme t'as lu un super bouquin, t'as été dans un super resto, enfin tu vois, et tu partages ça. Et après, effectivement, en interne, par contre, on a si on a envie de peaufiner, bien sûr, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, mais on a des formations très régulièrement sur tout ce qui va être les produits, est-ce que ça peut apporter à la peau, tout ça. Et est-ce que tu as aussi un accompagnement pour développer tout ce qui est, j'imagine, communication, marketing, etc. Parce que j'imagine que ça, c'est important aussi.
Alors, on est constamment accompagné. En fait, ce que j'adore dans cette activité, c'est que plus on va accompagner les gens à développer leur activité et à grandir, plus nous aussi, on va se développer en fait. Donc, en fait, tout le monde grandit en même temps. Donc, c'est pour ça qu'on est très accompagné et même par des leaders que je n'aurais pas eu à rencontrer ou quoi que ce soit. Enfin, ils sont tout à fait disponibles pour nous accompagner dans notre développement. Donc oui, dans tout ce qui va être la manière de se développer, comment se développer, les outils pour nous développer. En plus, la société que j'ai décidé de rejoindre de par le produit, parce que franchement, si j'avais pas adhéré au produit, j'aurais pas décidé de me lancer dans cette activité de recommandation. Pour moi, c'est quand même la base, c'est le plus important. Et du coup, on a tous ces outils-là pour nous développer et grandir. Et parce que pour moi, en fait, ça, c'est une activité qui est hyper floue. Du coup, j'ai plein de questions. Plus autant la création de bijoux, c'est quelque chose sur lequel on peut facilement se projeter parce que on en a déjà vu, on a déjà connu des gens qui le font, on en voit dans les boutiques, etc. Autant le marketing de réseau, je connais pas du tout. Et pire, j'ai des a priori dessus. Donc je me dis, tu es la personne parfaite à qui poser mes questions. Donc, est-ce que c'est, tu sais, des fois, on entend parler négativement de certaines activités et on parle de système pyramidal. Comment tu génères ton revenu? Est-ce que quand tu recommandes quelque chose à quelqu'un, il y a un système d'affiliation et du coup tu gagnes une partie de la vente? Et si la personne avait acheté en passant par un autre lien, quelqu'un d'autre aurait gagné une partie de la vente, mais la personne, ça lui change rien, on va dire, ça change quelque chose pour toi? Ou est-ce que tu gagnes de l'argent, pas du coup sur la vente directement, mais parce que tu as recommandé le produit? Est-ce que c'est la boîte pour laquelle tu bosses qui te verse de l'argent? Alors, c'est une question que moi-même je me suis posée parce que quand j'ai signé pour le produit et après pour éventuellement l'activité pour recommander et tout, je ne connaissais pas du tout. Donc, je m'étais pas posé toutes ces questions-là. Sauf que petit à petit, forcément, je me suis dit, bah pareil, j'ai quand même creusé et j'ai forcément entendu parler de ce système pyramidal. Et comme moi, je suis très réglo et que j'aime bien les choses soient faites dans les règles de l'art, j'avoue que j'ai beaucoup creusé parce que je me suis dit, ah bah non, il est hors de question que je m'affilie à un système comme ça. Donc j'ai cherché et j'ai essayé de comprendre le système surtout. Et donc en fait, pas du tout, c'est même plutôt très sain. Alors il existe toutes sortes de sociétés, hein, donc c'est vrai qu'il faut se renseigner. Déjà dans un premier temps, tu peux rentrer dans l'activité, dans la société, sans payer de licence ou quoi que ce soit. Il y a rien du tout. On est avant tout des clients. Tu vois, moi j'ai été cliente du produit, j'ai adoré ce produit. Donc, je suis pas rentrée en payant un truc pour avoir accès à des choses, tu vois, pas du tout. Donc en fait, j'avais acheté mon soin, ma brosse nettoyante, comme n'importe quel client l'aurait acheté, tu vois. Et ensuite, j'ai décidé effectivement de le recommander autour de moi parce que j'avais tellement de bienfaits que j'ai recommandé d'abord à ma famille, enfin voilà, mon entourage proche que je connaissais forcément. Et puis après, ça s'est étendu. Et en fait, comment je suis rémunérée? En fait, c'est la société qui me paye la marge sur le produit, en fait. Voilà. Donc, il y a ce versant-là. Et ensuite, quand tu affilies des personnes à la société, quand tu leur proposes de dire, écoute, tu peux faire comme moi, tu peux aussi recommander. Ce qui se passe, leur activité, alors elles vont aussi toucher leur marge produit. Et leur activité, en fait, c'est comme des mini-franchises. On touchera un pourcentage sur leur chiffre d'affaires. Voilà, parce que on les aide à développer leur activité. Donc, c'est plutôt ce système-là. Et ce qui est plutôt sain, même très sain, c'est ce qui m'a rassurée, c'est que si toi, tu bosses pas, si toi, tu ne continues pas de générer, d'entretenir ton réseau client, de continuer de bosser, quoi, on va dire, eh bien, ce pourcentage des mini-franchises, ce pourcentage sur le chiffre d'affaires des mini-franchises que tu as aidé à développer, tu ne le toucheras pas, en fait. Donc, il faut, il n'y a pas on profite pas des autres en fait. Ok, en fait c'est un petit peu l'équivalent finalement de ce que moi je fais quand je fais de l'affiliation avec par exemple Meriem qui était du coup prof et qui est devenue conseillère d'orientation scolaire indépendante. Quand elle a monté sa formation, j'ai vu que ça intéressait des gens sur mon compte qui étaient du coup profs et donc on s'est entre guillemets associés ensemble pour que je propose une réduction aux gens qui écoutent mon podcast et moi je touchais l'équivalent en commission aussi. En fait, c'est un peu la même chose, quoi. C'est exactement ça. Et là aussi, où y a rien de pyramidal, c'est que moi qui suis rentrée dans l'activité donc par le biais d'une personne,
j'ai rapidement développé mon activité et je me suis mis même à gagner plus d'argent qu'elle, en fait. D'accord, donc c'est pas forcément les premiers arrivés qui gagnent beaucoup et les petits qui font tout mais qui touchent rien, on va dire. C'est celui qui bosse qui gagne plus, en fait. Donc, limite, rien à voir. Et après, je me suis dit, mais en fait, quand on me parlait de système pyramidal, je me dis, ben en fait, le système pyramidal, j'étais limite un peu dedans avant. Tout système, j'ai envie de dire, quand on est salarié d'une boîte, on sait qu'on pourra jamais atteindre la place du directeur, sauf si on vire le directeur. On prend sa place. Alors que là, tout le monde peut avoir une place de directeur. En fait, on peut tous accéder. Donc, plutôt que de voir le système, tu vois, comme une pyramide où il y en a qu'un qui monte, en fait, c'est plutôt l'inverse. C'est la pyramide inversée. Et du coup, on peut tous monter et on peut tous accéder au sommet. Et je m'en rends compte après 2 ans d'activité, effectivement, l'évolution qu'on peut avoir. Et est-ce que tu trouves que ce sont 2 activités complémentaires ou est-ce que justement ces 2 choses que tu scindes complètement, la création de bijoux et le marketing de réseau, est-ce que tu les scindes complètement parce qu'elles t'apportent des choses différentes et qu'elles répondent à des besoins différents? Alors, moi, j'ai décidé parce que je te dis, j'aime bien essayer de tout relier, de faire du sens dans tout, mais des fois à tort parce que je me pose trop de questions. Mais donc, moi, je me suis dit, effectivement, c'est un univers qui va très bien avec les bijoux parce que je me suis dit, la femme et tout ça, voilà. Mais finalement, il y a plein de personnes qui développent cette activité-là qui sont pas du tout dans le même univers, en fait. Et c'est OK, et c'est très accessible, je veux dire. Et même, alors là, au-delà du sens que j'ai essayé de faire, dans le sens, enfin, comment, c'est-à-dire, ça tournera autour de l'univers de la femme. Ce que j'y trouve, en fait, d'avoir ces 2 activités-là ensemble, là où j'y trouve mon compte, c'est que je suis très seule dans la création de bijoux. Et des fois, je me sens même trop seule. Alors, parfois, ça me fait énormément de bien, parce que je suis quelqu'un, comme je te disais, je pense que j'ai pas été creusée, mais je me suis beaucoup renseignée sur l'hypersensibilité et tout. Et donc, je sais qu'il y a des fois, je peux passer par des phases où j'ai vraiment besoin d'être seule. Et donc là, je me plonge dans ma création, je mets de la musique dans l'atelier, et là, c'est génial, je me ressource, je me retrouve. Et je suis en même temps quelqu'un de très sociable, j'ai envie de voir du monde, j'adore, je te disais, dans le conseil. Donc, je trouve mon compte avec l'autre activité. Et en plus de ça, du coup, je suis entourée d'une équipe, enfin, je suis entourée de plein de personnes. Si j'ai une question, je peux appeler n'importe qui. Enfin, il y a toujours quelqu'un pour être là et t'épauler. Donc, en fait, les 2 m'aident à être bien dans ma vie d'entrepreneur, en fait. C'est bien complémentaire par rapport à ta personnalité, pour le coup, parce que finalement, ce qui va te manquer dans l'un, tu le retrouves dans l'autre et vice-versa. Donc, est-ce que tu as une journée type? Est-ce que, genre, je sais pas, tous les matins, c'est bijoux, ou tous les mardis, c'est bijoux, et tous les jeudis, comment ça se passe sur ta semaine? Ça, c'est la grosse question, l'organisation. Je suis pas quelqu'un qui était très organisé. Enfin, je l'ai tellement été, par la force des choses, à l'école, où tout était tac, 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 voilà, limite millimétré. On nous demandait de toujours mettre telle chose. Enfin, bon, bref. Que je me suis un peu détachée de tout ça. Alors au début, ça allait très bien parce que mes activités se développaient tranquillement. Mais là, les 2 ont pris beaucoup d'ampleur. Donc là, ça nécessite une vraie organisation. Donc, je suis en train de travailler ça. Il y a l'organisation, je dirais pas qu'il y a une journée bijoux, une journée... j'essaye de faire par demi-journée. Bijoux le matin, l'après-midi, je vais plutôt m'occuper de mon suivi client, du développement de l'activité, d'accompagner les équipes. Pareil, j'essaye pas de faire tous les matins bijoux, tous les matins parce que je m'ennuie, comme je te disais, je m'ennuie très vite. Donc, du coup, j'essaye de varier, mais en tout cas de respecter mon volume horaire par semaine. Le matin, de toute façon, c'est les enfants, et le soir, j'ai à cœur pareil, je vais chercher mes enfants tous les soirs à l'école. Enfin, c'est aussi pour ça que j'ai décidé de me mettre à mon compte. Et c'est là où je me dis, je suis une entrepreneur épanouie et une maman comblée, parce que même si attention, hein, il y a aussi il y a des challenges dans tout. Donc des fois c'est très challengeant, même avec les enfants, et des fois c'est très sportif. Mais voilà, mais j'avais vraiment à cœur d'avoir ce temps avec eux, de travailler à temps choisi. Ça, c'était hyper important pour moi. Et donc ces 2 activités-là me le permettent, et me permettent d'être en sécurité financière aussi, surtout.
Ça, c'est quand même un volet très important. On va justement y venir. Donc, je vais te demander de comparer 3 points entre ton métier d'enseignante et maintenant ta double activité, la vie que tu as aujourd'hui, qui vont être donc le travail, les vacances et le fameux salaire. Au niveau du travail, est-ce que tu travailles plus ou moins, alors que ce soit à la journée, par semaine, par mois ou sur l'année, que lorsque tu étais prof, sachant que ça peut être plus ou moins de manière effective dans les heures passées, ou ça peut être plus ou moins dans le ressenti, parce que je sais que parfois on fait plus d'heures mais qu'on n'a pas le même ressenti, et qu'en tant qu'enseignant, il y a beaucoup de travail déguisé, de préparation, de projets, etc. Donc comment toi, est-ce que tu le perçois ? Alors au niveau du rythme de travail, je ne dirais pas que je travaille moins, c'est pas le ressenti de mon mari non plus, donc je pense que je travaille beaucoup, mais complètement différemment, et j'ai aussi un rythme de travail assez saisonnier. Là, je vois, il va y avoir le marché de Noël à préparer, où là, je sais que ça va être des mois assez ça va être assez non-stop là, mais je sais que le mois de janvier, ça va être quasiment repos, où je vais surtout m'occuper de l'autre activité, mais les bijoux, généralement, je lève un peu le pied. Donc c'est un rythme de travail qui me convient très bien parce que, comme je te disais, c'est pas routinier. Et mais par semaine, oui, j'y passe beaucoup de temps. Mais mes enfants peuvent être avec moi. Enfin, je peux être en train de créer à l'atelier et des fois, ils sont là, ils sont en train de faire un jeu avec moi, enfin à côté. Donc, chose qui était inenvisageable quand je préparais mes cours, hein, c'était juste je ferme la porte et laissez-moi tranquille. Donc, le rythme du travail est pas du tout perçu de la même manière. Et au niveau des vacances, ça se passe comment ? Est-ce que déjà tu peux choisir quand est-ce que tu poses tes vacances ? Après, souvent quand on a des enfants, les gens me répondent vacances scolaires. Et est-ce que tu peux en prendre beaucoup à l'année ou pas forcément, que ce soit par raison financière ou juste par une question d'organisation ? Des fois, on ne peut pas quitter son entreprise en fait. Alors, au niveau des vacances, moi j'ai l'impression, ce serait mentir de dire que j'ai l'impression d'être tout le temps en vacances, hein, mais franchement, je travaille tellement d'une autre manière aujourd'hui que je suis plus focalisée sur les vacances. Mais j'en prends. Alors, si prendre des vacances c'est synonyme de partir et tout ça, bah oui, je pars très régulièrement quand même. Là, on est parti 1 mois cet été quasiment. Voilà, je suis partie, j'ai déconnecté complètement. Les bijoux étaient à l'arrêt. Là où c'est très confortable d'avoir mon autre activité où j'ai pas besoin d'être physiquement présente. Mon activité, elle tourne, que je sois en vacances au Pradé, que je sois au sport d'hiver, ça continue de tourner. Donc du coup, je peux me permettre de m'absenter plus souvent. Je respecte le rythme saisonnier pour les bijoux. Je te dis, j'ai le marché de Noël, j'ai les marchés nocturnes l'été et tout, où là, j'ai des gros rendez-vous. Donc là, j'évite de m'absenter à ces périodes-là. Mais après, le reste du temps, je suis plutôt très libre. Et je m'octroie des temps de pause seule, chose que je faisais pas avant. Donc là, je sais que le mois de janvier, je me prévois quelques jours où je vais partir toute seule me ressourcer parce que je vais avoir vécu une grosse période. Et ça, c'est OK avec ma famille. Mes enfants grandissent aussi, donc ça, c'est acté. Je m'absente et voilà. Là, je pars faire un trek solidaire à la fin du mois d'octobre. Chose que je me serais pas autorisée avant toutes ces pauses-là, en fait. J'ai vu ça et j'y reviendrai à la fin de notre conversation parce que ça m'intéresse beaucoup. Mais avant ça, je vais poser une question qui intéresse beaucoup les autres. On va parler salaire. Est-ce que tu te souviens combien tu gagnais quand tu as quitté l'enseignement ? Et est-ce que aujourd'hui, donc après là, ça fait 2 ans que tu as changé de vie, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as retrouvé ton niveau de vie ou pas ? Et si oui, ou même sinon, comment est-ce que ça se répartit dans tes 2 activités ? Est-ce qu'il y en a une qui prend vraiment l'ascendant sur l'autre financièrement ou pas forcément ? Alors, je me souviens plus exactement combien je gagnais en tant qu'enseignante. J'étais pas à 2 000 € par mois, c'est sûr. Alors moi, j'ai pas tout le temps travaillé à plein temps non plus, parce que vraiment, hein, j'avais besoin de temps avec mes enfants, et puis je pense que j'aurais pas supporté 4 jours semaine. Donc en fait, je devais gagner autour de 1 600 € en tant qu'enseignante. Et en fait, c'était aussi, je me dis, quand je suis partie, je me dis, je pourrais pas beaucoup gagner moins en fait. J'ai à mon avis, je retrouverai forcément un niveau de vie. J'étais prête à faire n'importe quoi en plus. Donc aujourd'hui, je gagne bien mieux ma vie. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Alors encore une fois, comme je disais, les 2 activités me permettent de me sécuriser financièrement.
J'ai très vite développé alors, les deux, mais les bijoux, c'est quand même beaucoup plus saisonnier. Alors là, je vais monter normalement mon site en ligne parce qu'il est fortement demandé et je repoussais jusqu'ici parce que j'aime beaucoup la vente directe, j'aime beaucoup voir les gens, j'aime beaucoup. Donc voilà, mais là, au bout de 2 ans, je pense qu'il va falloir que je le mette en place. Et l'autre activité, je l'ai très très vite développée. Même le premier mois, j'ai gagné plus que mon salaire d'enseignante. À la fin du mois, quand j'ai vu mes commissions, je me suis pincée, je me suis fait mais waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, c'était le début, hein. Après, il faut que ça se construise, il faut que ça se régularise. Et puis en plus, j'ai démarré dans un contexte bien particulier, c'était le confinement. Donc toutes les personnes étaient à l'arrêt total, tout le monde. Donc tout le monde était à l'écoute, tout le monde avait envie de prendre soin de soi, de se dire mais oui, on va où? On marche sur la tête. Et il est temps de prendre, enfin, faut prendre du temps pour nous aussi. Et donc en fait, j'ai fait un super démarrage d'activité. Et puis bah, après, ça s'est entretenu avec les hauts et les bas, enfin comme toute activité d'entrepreneur. Mais de toute façon, comme j'ai démarré avec 0 risque cette activité-là, parce qu'en fait, c'était des produits que j'avais achetés pour moi, en fait. J'ai pas acheté exprès pour faire une activité. C'est ça toute la différence. Donc, en fait, j'avais 0 risque à commencer cette activité, et puis ça a perduré. Et j'ai monté petit à petit mon réseau de clients. Et après, mon réseau, j'ai commencé à avoir quelques partenaires, et puis bah, les deux grossissent. En fait, on dit toujours qu'on a 2 rames. On a notre âme client, notre âme partenaire, et tout ça fait que bah là, au bout de 2 ans, ouais, je suis super contente. En fait, limite, cette activité-là me suffirait, et les bijoux, c'est du plus. Mais comme les bijoux marchent très bien aussi, alors chiffré comme ça, je suis un peu nulle pour... mais je le vois bien dans d'autres rythmes de vie, dans tout ça. Enfin, bah oui, que je gagne bien mieux ma vie. Il y a certains mois, je peux dire que j'ai doublé mon salaire. Comme tu disais, l'aspect financier, ça fait pas tout, ça achète pas le bonheur. Donc c'est pour ça que je veux vraiment trouver une façon de m'organiser aussi pour que ma vie pro n'empiète pas sur ma vie perso, parce que ça, je veux pas retrouver ça. Et je sais que je vais y arriver. Et cet aspect quand même financier avec l'autre activité me sécurise vraiment. Et j'ai vraiment à cœur, parce que j'ai vraiment envie de voyager avec mes enfants. Et en fait, je me dis, mais je pourrais être à l'autre bout du monde. D'ailleurs, on a des personnes dans l'activité qui étaient là, elles sont parties développer, elles sont en Australie aujourd'hui, ou elles partent n'importe où et elles arrivent toujours à développer leur activité. Et ça, j'y tiens vraiment. Parce que au-delà de, comme je te disais, l'école, on enferme nos enfants dans des classes et j'ai à cœur de leur faire découvrir le monde, quoi. Cette culture, c'est pas à travers les bouquins, c'est qu'ils aillent la voir, la vivre. Est-ce que tu as des regrets par rapport à ce changement de carrière? Des regrets, non. Alors, on entend souvent, le regret, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Mais finalement, je suis plus dans cette optique-là d'avoir des regrets ou quoi que ce soit. Je me suis beaucoup penchée sur le développement personnel alors grâce à l'activité justement dans le marketing de réseau avec les personnes, j'ai vraiment rencontré des pépites, qui étaient très pareil dans le même esprit que moi. Enfin, en tout cas, je me suis focalisée sur ces personnes-là parce qu'on a toutes des personnalités différentes. Et elles m'ont aidée à voir, et elles m'aident encore parce que j'ai encore des vieux démons qui reviennent, ou voilà, mais à voir les choses autrement. Et donc c'est vrai que non, j'ai plus de regrets. J'ai pas de regrets en fait, parce que je me dis si les choses devaient se passer comme ça, c'est elles devaient se passer comme ça. Donc comme je dis, tout ce cheminement, c'est mon deuxième qui me l'a fait, ça a dû prendre du temps, mais c'est normal, c'est que il y a des choses que j'aurais certainement pas vues, des prises de conscience qui se seraient pas faites si j'étais partie plus tôt et tout. Donc en fait, je pense que voilà. Et maintenant, je prends la vie comme ça. Je me dis t'as tel caillou devant toi. Ça fait suer, mais c'est qu'il y a quelque chose à en tirer, je pense. Et à chaque fois, ça me fait grandir. Et donc en fait, non, je mets pas de regret, non. J'ai un peu la même philosophie que toi. Moi, j'ai pas non plus le regret de pas être partie plus tôt parce que je suis persuadée qu'avant, j'aurais pas pris la même voie qui aujourd'hui me convient. J'avais pas les mêmes réflexions, j'étais pas du tout au même stade, j'avais pas assez confiance en moi pour faire un truc comme ça. Enfin, donc effectivement, tout arrive à point à qui sait attendre, dirons-nous. Et est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui, peut-être comme toi, avant, ne se sentent plus bien dans leur métier,
mais ne savent pas pour autant quoi faire plus tard. Genre, comment tu fais pour sauter le pas quand t'es comme ça dans l'indécision, entre guillemets? Alors, je vais essayer d'être de bons conseils, mais comment dire, comme moi je suis allée au bout du bout, j'ai envie juste de leur dire de ne pas attendre peut-être d'aller au bout du bout parce que ça fait mal, mais en même temps, comme je te disais, peut-être que si j'étais pas allée au bout du bout, cette décision, je l'aurais jamais prise. Elle se serait jamais faite. À la réponse, on l'a au fond de nous, hein. C'est bête à dire, mais je pense que si c'est pas le moment, et ben on est encore en réflexion. Donc si j'ai des collègues là qui m'écoutent et qui sautent pas le pas, c'est que c'est pas encore le moment pour elles en fait. Mais après, j'ai envie de dire qu'une fois que le pas sera fait, en tout cas, on est capable de plein de choses en fait. On nous met dans des cases, comme on met nos élèves dans des cases bien souvent. Et malheureusement, effectivement, on se retrouve face à en fait, je suis capable de préparer des cahiers, je suis capable de préparer des cours. En fait, au-delà de ça, on a développé en fait plein de compétences. Donc, au tout début, là où où j'avais commencé à reprendre pied dans toutes ces activités-là, justement, je disais, si j'avais dû écrire un CV au moment où on me disait, il va falloir que tu postules dans quelque chose, j'aurais été incapable de poser sur CV mes compétences. Et en fait, le fait de mettre mise à mon compte en fait, je me suis aperçue que j'étais là capable de faire plein de choses. Aujourd'hui, si je devais faire un CV, effectivement, je serais capable de me vendre, entre guillemets. Je sais. Donc, en fait, j'ai envie de dire, au-delà, il faut cultiver sa confiance, hein. Je pense que c'est vraiment... Aujourd'hui, moi, je sais que je travaille encore beaucoup là-dessus parce que c'est ce qui m'a le plus manqué. C'est ce qui manque le plus, c'est ce qui m'impacte le plus. Si j'avais pas sauté le pas avant, je pense que c'était une question de confiance aussi. Je sais pas si ça répond vraiment à la question et si ça peut... et être dans l'échange, ouais. Être dans pas hésiter à demander. On ne demande pas assez, on a peur de passer pour quelqu'un de perdu, quelqu'un de... Mais en fait, je m'aperçois aujourd'hui depuis... Et vraiment, c'est vraiment mon autre activité dans le marketing de réseau qui m'a vraiment fait prendre confiance en plein de choses et j'ai l'impression de m'ouvrir en fait. Les bijoux, je m'épanouis personnellement. L'autre, je m'ouvre. Et donc en fait, c'est là où je peux dire, ce qui nous aide à changer et à se sentir bien, ouais, c'est d'être constamment dans l'échange avec les autres en fait. Donc, faut pas rester isolé, surtout quand on a ce sentiment en fait de pas être bien où on est. C'est de s'entourer des autres. Et est-ce que pour conclure cet épisode, tu saurais compléter la phrase « Avant, j'étais prof, aujourd'hui, je suis » heureuse. Très bien, c'est parfaitement complété. Je sais pas, c'est venu tout de suite, même si, voilà, il y a plein de... Mais je suis heureuse. Mes parents m'ont retrouvée, en fait, même. Ils me l'ont dit. En fait, ils avaient très, très peur. Ils avaient très, très peur quand j'ai arrêté. Ils me disaient, mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie ? Mais t'avais un boulot sûr, t'as la sécurité de l'emploi. Tu sais, nous, l'entreprise, on sait ce que c'est, le monde de l'entreprise. C'est pas facile. J'ai dit, oui, je sais tout ça, je sais, mais je suis pas heureuse. Je suis pas bien. Je serais capable de faire autre chose, mais là, je peux plus. Et il y a quelque temps, ma maman m'a dit, vraiment, en fait, on est super fiers de toi. Enfin, en fait, t'as eu raison. C'est toi qui avais raison. On dit, aujourd'hui, on te retrouve. Voilà, je revis, je suis à nouveau présente. J'ai pas l'impression d'être à côté de ma vie, en fait, où je la regarde, de subir. Non. Je n'aurai rien de plus beau à ajouter pour conclure cet épisode. Mais je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et d'avoir pris le temps de répondre à mes a priori sur ta deuxième activité. C'était hyper important pour moi de te poser la question parce que je me dis que d'autres vont se la poser aussi. Et puis, je te souhaite le meilleur pour la suite dans tes deux activités. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Pour que le podcast gagne en visibilité, vous pouvez le noter et le commenter sur votre application d'écoute favorite. Je vous invite également à le partager avec vos proches, vos collègues et sur vos réseaux sociaux. Pour soutenir le podcast financièrement, je vous donne rendez-vous sur Tipeee, une plateforme de financement participatif dont vous trouverez le lien dans la description de l'épisode.
Les dons y sont possibles à partir d'1 € et ils me permettent de financer le matériel, l'hébergement et une petite partie du temps que je passe à créer ce podcast. Merci à toutes les personnes qui ont accepté de faire un don et qui ont facilité la diffusion de cette 3e saison. Grâce à vous, j'ai pu déléguer le montage et le mixage de l'épisode que vous venez d'entendre à Alice, qui est ingénieure du son. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook @avantj'étaisprof, ainsi que les liens vers les sujets abordés dans la description de l'épisode. À bientôt!